souhaite tout d'abord la bienvenue à ce webinaire au cours duquel nous parlerons des marques aimées et de justement comment devenir une Love Brand. Ce webinaire fait suite à la publication du rapport Brand Love qui a été rédigé en collaboration par Hootsuite et Talkpoker. Et il s'agit déjà de la 3e édition de ce rapport dans lequel nous identifions les marques les plus aimées au monde et leurs stratégies gagnantes. Alors, je me présente, je m'appelle Constance, je suis marketing manager chez Talkpoker, la plateforme de Consumer Intelligence. Et pour décrypter ce rapport avec moi, cette édition 2022, je suis très heureuse d'accueillir 3 experts. Alors, tout d'abord, Aurore. Bonjour, Aurore. Est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes? Oui. Alors, moi, je suis responsable des partenariats des réseaux sociaux chez Maison du Monde depuis presque 3 ans. Alors, on n'a pas tout à fait entendu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, quand tu es prêt. Ouais. C'est bon. Approché, malheureusement. Donc, je disais que je suis responsable de l'influence des partenariats et des réseaux sociaux chez Maison du Monde depuis 3 ans. Super, merci. Et alors justement, on a une 2e personne de chez Maison du Monde, Rémi Pierre. Bonjour. Bonjour Constance, bonjour à tous. Donc Rémi Pierre Lafranc, moi je suis directeur de l'engagement de Maison du Monde, donc je m'occupe de toute la transformation de l'entreprise pour la rendre un peu plus responsable et de la valorisation de nos engagements auprès de nos clients et de l'ensemble de nos communautés. Et alors enfin, on a Yann. Bonjour Yann. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yann Dierheimer. Je suis en charge du marketing client chez Hootsuite. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Hootsuite. Nous sommes une plateforme de gestion des réseaux sociaux. Et voilà, je suis ravi d'être sur ce webinaire avec vous tous aujourd'hui. Je suis donc en direct du Var, dans le sud de la France, où c'est un peu la tempête là. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Il y a la grêle, il y a le tonnerre, il y a tout. Mais voilà, hormis ça, je suis vraiment ravi d'être avec vous pour parler réseaux sociaux, Love Brands et vous présenter les résultats de l'étude de Talkpoker. Merci. On espère te garder jusqu'au bout aussi. Du coup, peut-être pour le planning de cette session, je vous propose de tout d'abord passer en revue les principaux insights de ce rapport Love Brand. On verra notamment comment mesurer l'amour de marque, mais aussi pourquoi c'est devenu si essentiel. Yann nous partagera ensuite des conseils pour générer de l'amour pour sa marque. Et enfin, nous parlerons du classement 2022 et Aurore et Rémi Pierre nous parleront un peu de la vision et de la stratégie de Maison du Monde, qui est donc l'une des marques aimées en 2022 et une des marques qui a été mise en avant dans ce rapport. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de répéter que pour être une marque aimée des consommateurs, il faut mettre ces derniers au cœur de sa stratégie. C'est vraiment l'essentiel. Et donc, pour ça, il faut vraiment les écouter et les connaître. Mais c'est quelque chose qui est devenu peut-être plus complexe aujourd'hui, car les stratégies marketing traditionnelles sont en effet bouleversées par des changements historiques dans le comportement d'achat et aussi une incertitude croissante. On a connu la pandémie de Covid, il y a des incertitudes politiques, la hausse de l'inflation et également, par exemple, une accélération du numérique. Et tous ces éléments-là vont avoir un impact sur les consommateurs. Et je pense que Yann, tu voulais nous partager quelques insights justement sur l'accélération numérique en particulier. Alors oui, là, vous avez sous les yeux quelques chiffres de l'étude qu'on a diffusée l'année dernière en partenariat avec We Are Social, l'étude Digital 2022, avec quelques grands chiffres. Et bon, le principal chiffre sur la droite, c'est l'impact notamment des réseaux sociaux. Presque 2 tiers de la population mondiale, et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est devenu un moyen incontournable pour communiquer avec nos pairs, mais également beaucoup et de plus en plus communiquer avec les marques. Il fut un temps où, lorsqu'on voulait communiquer avec une entreprise, il fallait qu'on pousse la porte d'un point de vente. Puis après, il y a eu l'ère du web. Maintenant, on est beaucoup dans l'ère des réseaux sociaux et je pense qu'on est nombreux autour de la table là aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec une marque, même dans le cadre du service client, pour poser une question, pour se plaindre, pour avoir plus d'informations. Donc, c'est important que les entreprises s'adaptent. Ça va de plus en plus vite et il faut s'organiser en fonction. Et les attentes des consommateurs évoluent également en conséquence. C'est ce dont tu voulais nous parler après. Exactement. Donc, merci. On voit bien, le monde évolue. On imagine que cela crée un fossé toujours plus important entre les marques et les consommateurs. Les marques, comme tu le disais, doivent donc s'adapter constamment à ces nouvelles attentes. Et un élément qui ressort du rapport Love Brands de cette année est que le consommateur d'aujourd'hui, il veut
que la nouvelle normalité soit une version améliorée de l'ancienne. Et pour cela, ils attendent vraiment énormément de la part des marques. Leurs priorités ont changé et ils vont rechercher des marques qui sont en phase avec leurs valeurs. Et si on passe au slide d'après, on peut voir justement que les marques qui ont réussi ou qui réussissent en 2022 plutôt sont celles qui ajoutent de nouvelles dimensions à la durabilité. Aujourd'hui, les marques les plus aimées au monde sont vraiment des leaders en matière de durabilité, qu'elles soient environnementales, sociales et économiques. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on va tenir en compte pour toute l'année et qui vont nous servir vraiment de phare, si je puis dire, pour l'année à venir. Et donc, ce rapport Love Brands dont je viens de commencer à vous parler, il a été créé à l'aide de la plateforme de Consumer Intelligence de Talkwalker. Donc, on a analysé 2,6 milliards de conversations pour identifier vraiment les marques les plus appréciées parmi 20 secteurs et à travers 8 régions. On a donc analysé un grand nombre de données qui vont provenir notamment des médias sociaux, mais aussi des avis clients. Et pour établir le classement, on a ensuite analysé les marques sur base de 3 critères qui ont été pondérés de manière équivalente et qui sont la passion, la confiance et la satisfaction client. Là, tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc, les 3 scores qui ont été vraiment pris en compte pour justement obtenir le Brand Love Index, qui va être le score global par marque. Et si on s'attarde un peu sur chacun de ces piliers, tout d'abord la passion, on voit que les consommateurs réévaluent leur relation avec les marques. Ils sont de plus en plus enclins à abandonner les marques qui ne répondent pas à leurs attentes. Et donc, les marques doivent se concentrer sur la création de liens émotionnels très forts avec leurs clients. Ensuite, on a la confiance, second élément vraiment essentiel. On remarque que la confiance dans les institutions, les politiciens et même les médias ne cesse de décliner. Et donc, les marques qui vont mettre l'accent justement sur la confiance vont être récompensées par des relations plus fortes et plus étroites avec les clients. On voit que la confiance est devenue un facteur fondamental qui est aujourd'hui au même niveau que la qualité et le prix dans les décisions d'achat. Donc, c'est très important aussi. Et le 3e pilier, la satisfaction client. On le sait, le consommateur veut être épaté tout au long du processus. Ça doit passer, par exemple, par des entreprises qui vont offrir des interactions personnalisées. Et on sait aujourd'hui qu'un consommateur qui n'est pas satisfait par l'expérience va changer de fournisseur. Donc, ça sont vraiment les 3 piliers de base pour la base de cette étude. Et au-delà de la fierté d'être reconnue comme une love brand, on peut se demander pourquoi est-ce important d'être une marque aimée. Eh bien, tout simplement parce que les marques aimées, celles qui vont mettre vraiment le consommateur et le client au cœur de leur stratégie, vont se développer 3 fois plus vite que les autres marques. Il y a 3 éléments ici aussi. Donc, tout d'abord, le consommateur va se dire prêt à dépenser plus pour des marques qu'ils apprécient. Et ensuite, les marques qui vont créer une connexion émotionnelle avec les consommateurs vont également bénéficier 3 fois plus du bouche à oreille. Enfin, on va travailler sur la fidélité de la marque puisque celle-ci a été vraiment mise à mal pendant la pandémie. Donc, on a vu que les consommateurs changeaient de fournisseurs, d'habitude d'achat. Et donc, être une marque aimée va ici aider. Et justement, pour aller un peu plus loin là-dessus, je pense que Yann, tu as des petits secrets à nous partager pour être une marque aimée. Oui, merci Constance. Alors, des petits secrets, je ne sais pas, mais en tout cas, quelques conseils. On parlait tout à l'heure de l'importance des réseaux sociaux. Et c'est aujourd'hui un canal privilégié si vous voulez engager, créer du lien, créer de l'attachement avec vos clients, avec vos communautés et votre marque. Et pour ça, donc, on a quelques conseils à vous partager. Le premier, déjà, c'est savoir sur quel réseau social capitaliser. Il ne s'agit pas d'être sur tous les réseaux sociaux. Il faut savoir où concentrer vos efforts. D'abord, où se trouve votre audience. Donc, il faut faire du listening, il faut écouter, il faut analyser où se trouvent les personnes que vous souhaitez toucher et quelles sont leurs habitudes sur ces réseaux sociaux. Là, bon, il y a quelques stats qui montrent qu'on utilise principalement Facebook pour communiquer avec ses proches. On utilise principalement TikTok dans des objectifs d'entertainment, tout ce qui est amusant, divertissant. Donc, c'est important de connaître ça, et, à titre d'exemple, parce que c'est
c'est ces codes-là qu'il va falloir réutiliser lorsque vous allez vouloir capitaliser sur ces plateformes pour engager avec vos clients. Hein. Donc, bien analyser votre contenu, votre stratégie de contenu aux spécificités de ces réseaux sociaux. Vous êtes peut-être du B2B aussi. Je sais que ça, c'est une question qu'on a souvent. Le B2B n'est pas du tout exclu de cette approche-là. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous appuyer sur les réseaux sociaux. Bon, on pense beaucoup LinkedIn et Twitter, mais pas uniquement. Par exemple, TikTok est tout à fait pertinent dans le domaine du B2B, notamment pour tout ce qui est développement de la marque employeur ou même juste pour développer l'image de marque. Donc, vous êtes nombreux dans le B2B à vous appuyer sur les réseaux sociaux également pour créer du lien avec vos clients finaux qui, au final, entre guillemets, sont des êtres humains qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et qui réagissent à ce dont parlait Constance tout à l'heure en matière d'émotion, en matière de confiance, etc. Donc, sur quels réseaux sociaux investir? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le social listening. Bien évidemment, Talkwalker est expert en la matière et pourra vous conseiller. Mais voilà, il faut faire beaucoup d'écoute, de veille. Avant de parler, il faut déjà commencer par écouter, savoir ce qui se dit sur votre marque, savoir quelles sont les habitudes et les pratiques et les besoins de vos clients et quelles sont les conversations sur lesquelles vous devez vous positionner. Et puis, est-ce qu'il y a des crises naissantes, hein, en faisant de la veille, en essayant de suivre l'évolution des mentions, l'évolution également du sentiment, vous verrez si une crise est en train de naître. Alors, parfois, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais elle va prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, d'où l'importance d'être connecté et d'être prêt pour intervenir si besoin. Social listening est un deuxième point, donc très important. Le troisième point, c'est l'UGC, ce qu'on appelle donc User Generated Content, le contenu généré par vos clients. On parlait tout à l'heure de confiance, de crédibilité, de légitimité avec Constance. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, le contenu qui va être véhiculé, poussé par votre marque sur votre compte corporate, sur les réseaux sociaux, sera jugé quelque part comme moins crédible que s'il était véhiculé par un particulier. C'est comme ça. Et donc, c'est important de vous appuyer sur le contenu qui est véhiculé directement par les utilisateurs et notamment par vos clients, mais aussi par les influenceurs, hein, on en parlera après avec nos amis Maison du Monde, mais tout ce qui est créateur de contenu, voilà, il y a beaucoup de partenariats que vous pouvez créer pour véhiculer les bons messages auprès de ces communautés, créer de l'engagement et créer de la crédibilité auprès de ces communautés. Donc, l'UGC, c'est important. Et le troisième point qui, on va dire, est dans la lignée le dernier point qui est dans la lignée de cette thématique-là, c'est ce que nous, on appelle la social advocacy ou l'employee advocacy, les programmes employés ambassadeurs. Ben là aussi, vous voulez gagner en crédibilité, en visibilité, plutôt que vous appuyez uniquement sur le contenu que vous allez mettre en place sur vos propres comptes corporate, sur les réseaux sociaux, ben appuyez-vous sur les comptes de vos propres collaborateurs et en les embarquant dans l'aventure, parce que ça va créer davantage de reach, de visibilité, hein, vous allez toucher plus de monde, et puis de l'engagement également, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de clics, de crédibilité, de crédibilité à allouer aux messages qui sont poussés par vos collaborateurs. Donc ça, il y a cette dimension de communication externe qui va vous permettre de créer du lien avec ces communautés, mais je pense que la dimension de communication interne est très importante aussi. Ça va vous permettre de renforcer les liens avec vos employés, de les impliquer, de les fidéliser. Et voilà. Et quand on parle de Love Brands, c'est peut-être aussi très important d'être une Love Brands en interne et pas uniquement en externe. Donc, je trouvais que ça, c'était un point important des réseaux sociaux pour créer le lien entre l'interne et l'externe. Voilà les quelques conseils que je voulais vous donner. J'ai un peu touché aussi tout à l'heure, j'ai parlé de service client sur les réseaux sociaux. Là aussi, il y a une très belle opportunité, hein. De plus en plus, on va utiliser ces réseaux sociaux pour interagir, poser des questions au service client d'une entreprise, d'une marque. Là aussi, il faut s'y préparer de manière à y voir une opportunité plus qu'un risque. Voilà. Je te repasse la parole, Constance. Merci beaucoup pour ces conseils. Et maintenant qu'on a ces éléments bien en tête, on peut passer à la pratique. Le rapport Love Brands met en avant les 50 marques les plus aimées au monde et les stratégies gagnantes que celles-ci utilisent. Et ce webinaire est aussi l'occasion de vous partager un classement régional des 10 marques préférées en France. Alors, on y trouve des marques issues de secteurs très différents, puisqu'on a L'Oréal, Haribo, Maison du Monde, Cartier ou encore Tefal. Et cela montre bien que, en fait, quel que soit le secteur, vous pouvez devenir une Love Brand. Et aujourd'hui, on a donc la chance d'avoir Maison du Monde avec nous. Maison du Monde qui n'est pas seulement la 6e marque la plus aimée en France, mais qui se trouve également à la 5e place de notre classement mondial. Une double victoire pour l'enseigne et dont on a certainement beaucoup à apprendre. C'est pourquoi Aurore et Rémi-Pierre vont vous partager leur expérience, nous parler des projets qu'ils ont mis en place justement pour
pour devenir cette love brand. Alors, peut-être tout d'abord, Aurore, pour commencer, pourquoi l'amour de marque est-il si important pour vous? Alors, c'est une belle et vaste question. Effectivement, que toutes les marques, je pense, se posent aujourd'hui, mais en tout cas, ces dernières années. On va dire, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais si en développant l'amour de la marque, les marques se développent 3 fois plus vite. Donc, effectivement, là, il y a quand même un intérêt qui est assez intéressant. Le développement de la marque, la vitalité de celle-ci, le fait de bâtir des relations saines et durables avec nos consommateurs. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'intérêt à construire cette amour. Mais si on se remet effectivement sur le mot amour, parce qu'il est à la base effectivement de cette question, sans amour aujourd'hui, on n'a pas de désirabilité, on n'a pas de relation, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de confiance, on n'a pas de fidélisation. Donc, effectivement, c'est une base qui est importante dans les stratégies aujourd'hui, en tout cas chez nous, ça l'est. Si on regarde un petit peu en arrière, on n'est plus dans cette relation très top-down que les marques ont éprouvée ces dernières années, parfois avec des attitudes qui peuvent être autoritaires ou directives, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, très effectivement descendantes. Et puis aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la relation marque-communauté, en fait, elle est multiple, elle est partout, en one-to-one, en one-to-many, et aujourd'hui, surtout, en many-to-one, on va vraiment avoir ces communautés avec qui on communique, mais pas dans un seul sens. On a vraiment besoin aujourd'hui d'être à l'écoute. Donc ça, ça fait partie de cette relation que l'on construit quotidiennement. Et effectivement, avec les réseaux sociaux, les marques ont dû s'adapter très rapidement à cette réalité, qui est du coup beaucoup plus cible-centrée. Alors, je ne dirais pas client, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle à des communautés qui sont au sens large. On n'a pas que des consommateurs de maisons de monde qui nous suivent. Et heureusement, on inspire aussi beaucoup d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement de s'adapter à cette réalité et de prendre en compte les besoins et les attentes des consommateurs pour bâtir cette relation beaucoup plus long-termiste. En fait, je reprends le parallèle de tout à l'heure, mais c'est vraiment comme une relation de couple. Il faut la nourrir quotidiennement pour qu'elle tienne dans le temps. Et la nourrir quotidiennement, ça demande des efforts, ça demande du travail et ça demande aussi de la créativité, beaucoup d'échanges, du dialogue, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est l'amour, mais je fais ce parallèle qui est quand même assez évident. Et nous, effectivement, chez Maisons du Monde, voilà, la mise en avant de nos histoires, mais aussi, pas seulement les nôtres, mais aussi celles qu'on a en commun avec les clients, nos communautés, les valeurs de marque que nous veut véhiculer, nos engagements RSE, donc sociaux, sociétaux et environnementaux, notre optimisme, notre créativité aussi, sont mis à contribution quotidiennement pour nourrir cette relation. Mais attention, je pense qu'on est tous conscients de ça, il faudrait savoir rester vrai, authentique, transparent, pour ne pas trahir cet amour des communautés au sens large. Sinon, la sentence, elle peut être rapide, elle peut être violente. Je pense qu'on est tous conscients des derniers cas médiatiques ces derniers mois, où effectivement, la sentence peut être très tranchée, ça vient des communautés et que la marque n'a pas respecté, on va dire, ce contrat de confiance qui les lie. Donc, effectivement, sans cet amour, pas de désirabilité et également, on ne renouvelle pas nos audiences. Ça veut dire qu'on ne recrute pas. Si on ne recrute pas, on ne peut pas aller s'adresser à de nouvelles cibles potentiellement acheteuses et prescriptrices de notre marque. Donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, être une grande, c'est la clé pour la durabilité, la vitalité des marques. Donc, on a tous, en tout cas nous, chez Maisons du Monde, ces enjeux qui sont bien en tête, construire des relations long terme, véhiculer, partager de l'émotion, effectivement la créativité, on va dire, est au cœur de nos actions pour pouvoir se réinventer chaque jour, pour pouvoir répondre à ces attentes de nos cibles. Et puis, bien sûr, beaucoup d'écoute. Ça passe par des outils comme le social listening,
ça passe par des études clients, des études de terrain. Ça passe, on va dire, par aussi voilà, tout ce qu'on a en direct via les messages privés, les commentaires publics des communautés. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'engager encore plus dans cette relation et de voir à ses besoins. D'accord. Et justement, comment avez-vous peut-être développé, comment vous renforcez aujourd'hui cet amour de marque auprès des clients? Alors, et puis c'est un travail sur le On entend dire très bien. Ah, je me rapproche. Je disais, c'est un travail effectivement de tous les jours. C'est un travail sur la fond et sur le fond et sur la forme. Et puis, c'est un travail voilà, qui est un peu en test and learn. C'est-à-dire qu'on va tester des choses. On voit aussi les réactions. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'écoute, mais voilà, toute marque a aussi son identité et ses valeurs. Et effectivement, je pense que la période Covid nous a bien entendu tous impactés et nous a aussi catalysé les changements en termes de discours de marque, en termes de communication. Donc aujourd'hui, voilà, on va essayer de tester certains contenus, on voit que ça va prendre, d'autres moins. On va essayer de capitaliser sur ce qu'on a écouté de nos consommateurs, mais tout n'est pas forcément visible. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir être agile, flexible et toujours à l'écoute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les contenus? Je pense que toutes les marques aussi sont bien conscientes de ça. On est vers plus de storytelling, plus de story living aussi, c'est que les gens ont besoin de vivre des expériences, de proximité malgré les confinements qu'on a vécu. Et en fait, quand on regarde un petit peu sur les tendances actuelles, entre l'essor des lives, les collaborations qui sont multiples, créatives, engagées, la multiplicité des services aussi qui gravitent autour des produits, la revendication officielle des engagements des marques. Aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, que vous avez souligné en introduction, mais revendiquer officiellement ces engagements auprès de ces communautés, ce sont effectivement des preuves voilà, comment dire, la fiabilité, de la solidité d'une marque et de ses valeurs qui sont voilà, de plus en plus un point important dans l'attachement des communautés aux marques. L'idée, c'est aussi d'en faire voilà, une marque. Nous, chez Maisons du Monde, on a envie d'être une marque plus humaine, moins la marque et le consommateur. On est autant que nos communautés, on est humains. Derrière voilà, nos ordinateurs et dans nos sièges sociaux, voilà, chacun des consommateurs, des membres de la communauté. Donc, effectivement, il faut que cette relation elle soit de plus en plus humaine. Et donc, on a mis effectivement des choses en place. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les actions utiles et solidaires. La visibilité de nos engagements, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement de greenwashing et de marques voilà, qui revendiquent des engagements, Mimi-Pierre en parlera beaucoup plus que moi, mais on va dire que nous, on était quand même assez humbles et secrets sur ce qu'on faisait, alors que nos engagements, ils datent de plus de 10 ans. Donc, on avait quand même beaucoup de richesses à ce niveau-là. Et ces dernières années, les réseaux sociaux nous ont permis effectivement de sortir un petit peu plus, mettre en avant cette communication auprès de nos audiences, sur nos engagements, notre fondation, parce qu'on est une fondation Maisons du Monde pour la préservation des arbres et des forêts. Et puis, tout ça en parallèle d'une communication beaucoup plus diversifiée, avec, par exemple, on va aller partager des bonnes nouvelles pour la planète. Ça peut être des séances de yoga en live. Ça peut être des accès à nos journées presse. Ça peut être des aperçus effectivement au siège, du siège Maisons du Monde, de la ville, dans nos bureaux. Ça peut être aussi la curation de talents, voilà, comme on a fait ces dernières années, de chefs, d'artisans, pour répondre à des besoins de découverte, de pédagogie, d'inspiration des communautés. Donc, effectivement, la marque sort de sa zone de confort pour aller chercher effectivement, on va dire, cet amour, construire cette relation de confiance et va aller proposer une expertise qui est beaucoup plus large et qui gravite autour effectivement de ces différentes facettes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes
au courant, mais je pense que j'ai dû le mettre sur une des slides. Ouais, on ne voit pas à l'écran, la prochaine. C'est que, voilà, Maison du Monde, on est quand même une marque qui a de multiples facettes et donc il y a de multiples attentes. Voilà, on a bien sûr qu'il y a le core business autour de nos collections, mais voilà, on a aussi lancé notre mouvement Body Beautiful qui est basé sur des engagements qui sont présents depuis plus de 10 ans chez nous. On a des hôtels, on a des collaborations qu'on fait avec des marques engagées, créatives, un service business. Comme Yann en discutait, c'est effectivement un point qui est important et qui est très, très bien travaillé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis, on a aussi un service de décoration de décorateur en ligne avec une. On va dire que l'écosystème est riche et donc on a plein de matières pour pouvoir justement répondre à ces besoins consommateurs qui sont tout simplement basés sur le produit. Et puis, dernier point, on a lancé, en tout cas en interne chez nous, une nouvelle plateforme de marque pour pouvoir cadrer tout ce travail sur la communication de marque, l'image, la désirabilité, et du coup toucher, identifier les cibles qui sont effectivement très propres à Maison du Monde, donc pour pouvoir davantage préciser nos actions et être beaucoup plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. Je vous invite à aller sur nos comptes Instagram, Pinterest et TikTok. Je pense que ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on essaye de développer dernièrement. Vous pouvez voir aussi de l'UGC, de l'influenceur Generative Content, des partenariats. Donc, effectivement, l'offre est assez variée pour convenir à un panel qui est assez large. Super, merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous faites justement pour mesurer l'amour de marque? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez justement de suivre? Comment ça se passe chez Maison du Monde? Alors, je ne vais pas me prononcer pour l'ensemble des marques, mais c'est vrai que chez Maison du Monde, il n'y a pas de KPI ultime. On n'a pas découvert le KPI pour mesurer notre statut de love brand. Bien au contraire, nous, l'idée, c'est effectivement de tendre vers le fait d'être reconnu comme une love brand. On va aller plutôt vérifier, observer des KPIs indépendants qui vont être plutôt effectivement assez classiques, comme l'engagement sur les réseaux sociaux, le temps passé sur notre site, des indices de satisfaction comme le NPS. Ça peut être aussi juste des avis de la communauté, des clients. Donc, on va un petit peu rassembler tous ces KPIs qu'on va regarder d'un point de vue qualitatif, mais aussi quantitatif, pour se donner un petit peu une idée sur des périodes assez régulières. Mais honnêtement, on n'a pas un seul KPI qui peut mesurer aujourd'hui ça. Donc, soit on se base uniquement sur le feedback de nos clients et de nos marchés, et puis on peut aussi regarder vos études qui formalisent un petit peu ce statut de love brand, tout simplement du coup de marque désirable dans l'air du temps. Ouais. Aurore, je me permets juste de te couper. N'hésite pas à me dire si tu veux que je change de slide. Hein. Je sais qu'il y en a plusieurs. Donc Non, j'en avais juste 2, mais du coup, okay. Je pense que l'idée, c'était effectivement de vous montrer sur la première slide, c'est ce que j'expliquais sur pourquoi en fait c'était important de bâtir, de construire cet amour avec les communautés. Et puis, le deuxième point, je viens de répondre plutôt sur effectivement concrètement qu'est-ce qu'on réalise chez Maison du Monde. Alors, j'avais mis quelques exemples sur la deuxième slide. Sur la slide, sur celle-ci, alors c'est un peu petit, peut-être que vous ne voyez pas, mais que ce soit sur notre compte TikTok ou sur notre Insta ou sur Pinterest, ce que je vous disais, c'est que les contenus sont assez variés. Sur TikTok, il y a beaucoup effectivement d'humour. On a récupéré beaucoup les codes de la plateforme, forcément, pour pouvoir s'insérer dans ces flux. Sur Instagram, on est beaucoup plus inspirationnel. Le but, c'est quand même on est sur de la curation, on est sur la découverte. Donc, c'est là aussi on va mettre en avant nos engagements, très fortement, nos engagements RSE, avec toutes les actualités de la marque, mais aussi, ça peut être juste des bonnes nouvelles que l'on va récupérer au fil de
Donc ça, c'est les Ok. trois principaux réseaux, hein. Il y en a pas d'autres que tu utilises à côté. C'est principalement ces trois-là. Et ouais, on est assez, voilà, on est une marque de déco, d'ameublement, donc on est quand même assez visuel. On a des produits qui sont très tangibles. Donc les gens, ils ont besoin, voilà, de se projeter. Les périodes Covid ont vraiment accéléré ce besoin, voilà, de bien-être chez soi. Donc, on va dire que ça a été un petit peu aussi l'essor sur notre industrie, encore plus qu'avant. Donc, tant mieux pour nous. Et on utilise effectivement beaucoup Instagram, Pinterest, TikTok. On va dire que ça, c'est les trois plateformes principales qui sont travaillées. Super. Et alors peut-être, on a parlé de durabilité, c'est un élément clé pour 2022, tu as commencé à en parler aussi, Aurore. Rémi-Pierre, de ton côté, comme c'est un peu ta spécialité, pourquoi est-ce que vous avez intégré les sujets d'engagement sociaux et environnementaux dans vos prises de parole? Comment est-ce que tout ça s'est passé globalement? Oui, effectivement, le sujet, on le voyait dans ton introduction, Constance, sur les attentes des consommateurs sont croissantes sur la transparence, sur les engagements, sur parler d'autre chose que de notre produit. Et nous, chez Maison du Monde, on avait en plus cet enjeu de parler d'autre chose que de notre produit, d'élargir notre communauté, notre communication et de parler de nos engagements à nos communautés. Alors, ce qui nous a permis de le faire, c'est que déjà, comme le disait très justement Aurore, c'est pas un engagement d'hier. C'est pas quelque chose de récent. On bosse depuis 2010 à transformer nos métiers pour les rendre plus responsables. Donc, autour évidemment, nous, des enjeux de sourcing, d'achat de matières premières, de contrôle de nos fournisseurs. Puis autour de sujets de solidarité, Aurore mentionnait aussi la Fondation Maison du Monde qui travaille sur la préservation des forêts depuis 2015. Donc, c'est des choses qui se sont construites petit à petit avec des efforts qui se sont élargis pour maintenant pouvoir parler de l'ensemble des sujets de responsabilité. On parle de changement climatique, d'engagement sociaux, d'engagement RH, de consommation d'énergie des magasins. Et on est arrivé chez nous à un stade où on estime qu'on a suffisamment engagé la transformation de l'entreprise. On a atteint un certain niveau de maturité où chacun des métiers agit de façon plus responsable et donc on peut se permettre d'en parler. On a longtemps eu le débat en interne. Moi, je suis chez Maison du Monde depuis 5 ans maintenant. Et en fait, il y a toujours eu un débat de est-ce qu'on doit en parler, est-ce qu'on doit attendre d'être parfait pour en parler. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre la parole sur ces sujets si on n'est pas suffisamment solide. Mais aucune marque, et en tout cas une marque comme nous, qui n'est pas née sur un modèle 100% engagé, n'est parfaite. Et donc, il faut quand même sauter le pas de communiquer sur ces sujets, mais en toute transparence et en toute humilité. Donc, nous, c'était quelque chose qui était forcément du coup, assez naturel d'intégrer ces engagements à notre communication de marque, parce que c'est quelque chose dont on est fier, mais aussi parce que nos clients nous le demandent. Et la période et le Covid a aussi accéléré vraiment ces attentes de nos clients et des consommateurs au sens large sur ces sujets de transparence, d'impact environnemental de leur consommation. Donc, on est vraiment de plus en plus challengé là-dessus. Et c'est une attente un peu à double tranchant parce que évidemment, nos communautés veulent voir la marque s'engager, mais elles sont aussi hyper exigeantes par rapport à ces engagements. Aurore en parlait bien aussi de la sentence peut être hyper violente si on communique de manière trop simple, si en tout cas on ne répond pas à toutes les attentes, parce qu'en plus on a forcément différents niveaux de communication en fonction de communautés plus ou moins alertes et vigilantes sur les sujets. Donc, c'était le double défi de notre communication d'engagement et qu'on a lancé là, en 2022, c'était rendre cet engagement désirable parce que ça fait partie de notre levier de marque. On veut que les gens s'y intéressent et que les gens nous aiment pour ça, mais aussi communiquer de manière humble et transparente pour pas tomber dans les excès, pas être taxé de greenwashing, et donc retranscrire le chemin de progrès et dire ouais, ok, on n'est pas parfait, mais on avance. On viendra rendre compte de ces sujets régulièrement. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Good is Beautiful, qui est notre mouvement RSE, qui est un peu la façon dont on a envie de raconter notre engagement en interne comme en externe, et qui est à la fois quelque chose qui répond au défi d'arrêter la RSE un peu chiante et trop technique, en rendant le tout un peu désirable et adapté au code d'une communication de marque moderne, mais tout en étant suffisamment robuste pour pouvoir le faire. Donc,
c'est un peu tout le challenge. D'accord. Et du coup, comment vous avez pris la parole sur ces sujets-là? Quel a été un peu le process chez vous? Il y a eu, par rapport à ce que tu disais en introduction, il y a eu un questionnement de quoi on doit parler à nos clients. Parce que, tu le disais au début, les messages aujourd'hui intègrent des nouvelles dimensions à la durabilité. On n'est plus uniquement dans une communication sur le produit, de dire ce produit est en coton biologique et puis fin de l'histoire. Les communautés nous attendent et les clients nous attendent sur d'autres sujets, sur nos engagements solidaires, nos engagements sociaux, la marque employeur également, les engagements environnementaux, l'économie circulaire. Et donc, c'est une prise de parole un peu plus large. Donc, quand on a structuré notre Good is Beautiful, on a justement intégrer l'ensemble de nos messages d'engagement dedans et on a eu un questionnement au départ qui était est-ce que Good is Beautiful doit être juste une sélection de produits et une communication focus produit ou est-ce que c'est l'ensemble de nos engagements et on a pris le parti d'y intégrer l'ensemble de nos engagements. Alors oui, ça perturbe un peu le discours au départ. Typiquement en presse, les journalistes n'avaient pas l'habitude que Maison du Monde vienne leur parler d'autre chose. Mais finalement, ça rassure aussi sur la réalité et la crédibilité de l'engagement. Et c'est important parce que, oui, OK, les journalistes presse d'écho ne sont pas habitués à ça, mais notre client ou notre cliente sur Instagram, elle est vigilante et elle voit ça d'autres marques et elle attend ça aujourd'hui. Donc, c'est un peu, premier sujet, c'était la largeur un peu des sujets qu'on doit traiter et on a fait le choix de de créer ce chapeau sur l'ensemble de nos engagements. Et après, tout ce qu'on a fait, c'était la réponse au double enjeu de désirabilité et transparence, humilité. Quand on a travaillé, j'ai quelques exemples, quand on a travaillé sur Good is Beautiful, son identité visuelle, on a travaillé une belle identité visuelle, un beau logo, un claim pour que le beau ne vive jamais sans le bon, qui marche bien, un manifeste autour de l'engagement pour le rendre vraiment désirable et l'expliquer de manière assez claire, mais en parallèle, tout de suite, on est venu y attacher une dimension transparence, engagement, avec des engagements concrets, des chiffres, des objectifs dans le temps, vraiment timés sur l'ensemble des sujets pour dire, OK, Good is Beautiful, c'est beau, mais en fait, c'est aussi très sérieux. Et là, on répond aussi à des attentes différentes parce que on va avoir une partie de notre audience qui va se satisfaire de Good is Beautiful pour que le beau ne vive plus sans le bon. Ah ouais, c'est canon, j'y crois. Et puis d'autres qui vont dire, attends, je gratte un petit peu. Et ben, pour ces personnes-là qui vont gratter un petit peu, il faut qu'on soit suffisamment transparent et qu'on soit dans une communication vraiment directe pour être capable de répondre parce que aucune marque aujourd'hui, je pense, ne peut communiquer sur ses engagements sans avoir une certaine méfiance sur certains réseaux sociaux et auprès de certaines communautés plus expertes qui jouent un rôle qui est tout à fait vertueux de lanceur d'alerte et de vigilance. Ouais. Donc, et de la même manière, quand on a fait, là, il y a la photo de notre événement à la caserne à Paris, qui était l'événement de lancement du mouvement Good is Beautiful. Donc, la caserne, c'est le lieu incontournable de la mode responsable. Donc, on y a fait des ateliers hyper sympas d'upcycling avec Lisa Gachet, une vidéo 360 pour découvrir les projets de la fondation. Donc, un pilier vraiment expérientiel et désirable hyper fort. Pareil, il y avait l'importance d'avoir des temps d'échange transparent avec des influenceuses, avec des journalistes pour venir montrer le sérieux de la démarche et venir répondre à ces questions-là. Et puis, autre exemple encore qu'on voit là dans les screenshots qu'il y a, c'est on a organisé un voyage avec des influenceuses chez Maison du Monde au siège historique à Nantes pour leur faire découvrir les coulisses de Maison du Monde, la façon dont on travaille et répondre un peu aux questions que pouvaient se poser nos communautés sur ces sujets d'engagement. Donc, c'est un voyage vraiment avec, je ne sais plus, Aurore me contredira, mais je crois 8 influenceuses. Et qui étaient à la fois des influenceuses expertes du sujet RSE, en disant, tiens, ça va nous permettre de venir nous faire challenger, et les conversations qu'on a eues, on les a fait rencontrer la directrice de la qualité, le directeur du style, les différentes équipes qui travaillent au quotidien,
Et là, on a eu des échanges vraiment techniques et qui nous ont permis de nous faire challenger et ensuite d'avoir cette crédibilité qu'on allait aussi chercher avec elles parce qu'elles nous permettent auprès de leur communauté à elles de pouvoir montrer le sérieux de notre démarche. Et puis, des influenceuses aussi moins expertes de ces sujets, plus lifestyle, mais qui nous permettaient de faire rayonner l'engagement et notre communication de manière un peu plus large. Audiences différentes, mais messages complémentaires. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été essentiel dans avoir les deux pans, désirables, transparents, humbles. Alors, jamais évident de faire de la communication désirable et humble à la fois, hein, parce que si on veut que ça se voit, il faut faire un peu les choses en grand. Si on veut émerger dans les différentes prises de parole de marque aujourd'hui, mais il faut y aller quand même du moment qu'on est transparent et qu'on est prêt à se faire un peu challenger par des publics un peu plus experts et qui posent des questions très justes. Mais en tout cas, nous, on a fait ce choix d'y aller quand même, de ne pas attendre d'être parfait. Et je pense que ça paye parce que c'est quand même globalement très bien accueilli par nos communautés. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que la marque s'assoit maintenant sur autre chose que juste nos collections que nos clients adoraient déjà, mais maintenant sont ravis de pouvoir un peu lever le voile de ce qui se passe. Oui, d'accord, ah bah, c'est super. Mais du coup, là, vous avez tous les deux mentionné les actions qui ont commencé déjà il y a un petit temps, donc ce n'est pas nouveau. Il y avait eu la fondation en 2015, je crois. Quelles sont du coup les prochaines étapes? Vers quoi allez-vous? Tout le challenge, c'est effectivement de continuer à faire vivre cet engagement, à animer nos communautés autour de ça, parce que en fait, la transformation d'une entreprise comme Maison du Monde, ça prend du temps, et puis en même temps, on doit animer nos communautés de manière hyper régulière et avoir toujours du contenu à produire. Aurore le disait, ça s'alimente au quotidien, la relation d'amour avec nos publics. Bon, en même temps, nous, les équipes, elles bossent à transformer la boîte, mais ça prend un peu plus de temps au rythme des collections, au rythme de nos process internes. Donc, le premier challenge, c'est commencer à le faire vivre et continuer à le faire vivre et animer les communautés. Et donc, on lance des concours sur les réseaux sociaux. On l'a fait avec le festival Wheel of Green, où on s'est gagné des invitations pour le festival où la fondation était présente. Et on essaye d'interagir le plus directement sur ces sujets d'engagement. Et puis, les sujets qui émergent aujourd'hui, sur lesquels on va être de plus en plus attendu, c'est je pense l'incontournable, c'est l'économie circulaire, la seconde vie des produits. Donc, nous, on travaille sur un service de revente de produits abîmés, mais aussi des contenus spécifiques pour nos clients autour de la prolongation de la durée de vie des produits, de l'accessoirisation, du DIY, des tendances qui ne sont pas neuves, mais qui sont vraiment massives aujourd'hui, auxquelles il faut qu'on puisse répondre. Et toujours dans une dimension expérientielle avec dans cette animation de nos communautés, des conseils, des tutos, des ateliers. Et on réfléchit là à développer notre programme de fidélité. Pareil, on se dit que le programme de fidélité doit nous permettre de pousser du contenu exclusif, des expériences un peu différentes autour de nos sujets d'engagement pour vivre l'expérience Maison du Monde. Et l'économie circulaire, la prolongation de la durée de vie, la réparation sont des sujets qu'on va pouvoir développer pour engager nos clients les plus fidèles, quoi. Et puis, dernier point qui est ne jamais oublier, je pense, de rendre compte régulièrement, donner des rendez-vous à nos communautés. Là, on a fait un lancement en février 2022. Février 2023, il faut qu'on soit capable de dire, OK, un an plus tard, qu'est-ce qu'on a vraiment fait chez Maison du Monde, toujours en étant désirable et en étant transparent, mais de montrer ce qui marche, expliquer ce qui ne marche pas. Je pense que c'est de plus en plus accepté et acceptable par les communautés aussi et par le public et nos clients d'identifier, de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est cette logique d'humilité et de pouvoir dire l'année prochaine, on avait dit ça, on n'y est pas, pourquoi on n'y est pas, le contexte a changé, on a essayé, leur montrer vraiment de manière vraiment transparente. Donc ça sera au-delà d'un nouveau sujet, c'est revenir l'an prochain vers nos clients pour leur expliquer où on en est et le faire pas à pas, quoi. Merci beaucoup, Rémi-Pierre.
hyper intéressant. Je pense que ça aura vraiment pu donner des idées à beaucoup d'entre nous. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire et je pense que tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les trois d'avoir participé, chacun avec vos insights, votre expérience. Je pense que c'était très enrichissant comme échange. Et pour aller plus loin, j'invite tout le monde à découvrir le classement complet des marques les plus aimées en 2022. Vous y découvrez aussi les stratégies de chacun pour se démarquer et réussir. Et le replay de ce webinaire sera également disponible sur notre site d'ici quelques jours. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez le partager avec vos équipes. Je pense qu'il y a une question dans la liste. Yann parlait de l'employee advocacy comme vecteur de reconnaissance et d'attachement aux marques auprès des clients. Comment engagez-vous vos employés dans le partage de vos valeurs et engagements pour créer plus d'engagement, de conversation autour de votre marque? Aurore, je pense que ça, c'est peut-être pour toi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on essaye. Vous m'entendez ou pas? Parce que Oui. Du coup, je sais pas si c'est un sujet qui est clé pour nous. Effectivement, on engage en externe, mais aussi en interne. L'offre, ça se construit d'abord par l'interne. On a la chance chez Maison du Monde d'avoir certains collaborateurs qui sont eux-mêmes influenceurs. Et donc, on capitalise aussi sur leur communauté, sur l'engagement, on va dire, qu'ils ont avec l'attachement qu'ils ont avec leur communauté pour pouvoir partager voilà, des news, des actus, nos engagements, etc., les activités de la marque. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus chez Maison du Monde. Donc ça, c'est surtout sur la partie un peu employé advocacy. On n'a pas de programme aujourd'hui entériné chez nous, même si c'est un projet qui est dans les cartons depuis un certain temps. Mais ça prend du temps parce que, en fait, on ne peut pas bâtir un programme d'employé advocacy sans avoir aussi toute cette stratégie, on va dire, de marque employeur, de communication interne. En fait, c'est une brique qui est forcément liée à d'autres dans une boîte, et surtout quand on est une enseigne en transformation, en croissance, en développement. Donc, c'est difficile d'avoir une stratégie, on va dire, isolée de social advocacy quand on n'a pas effectivement backuper le reste. Donc ça, c'est important. Et après, j'allais dire, la communication interne, oui, c'est de l'employé advocacy qui n'est pas forcément visible, mais qui est clé aujourd'hui dans le statut de l'homme. Oui, et pour compléter, sur la communication interne, effectivement, et ces premières briques avant l'employé advocacy, on a, nous, chez Maison du Monde, un réseau d'ambassadeurs Goodies Beautiful. On a une personne identifiée dans chacun de nos magasins qui est en charge de mettre en place des actions sociales et environnementales dans son magasin, et puis d'en parler aux équipes. Et au-delà de ces missions-là, en fait, on s'est aperçu que ces sujets étaient un superbe vecteur ou facteur de sentiment d'appartenance et de fierté. Et nos ambassadeurs Goodies Beautiful deviennent nos premiers ambassadeurs sur leurs propres réseaux sociaux. Et on a lancé récemment un compte Instagram interne qui est ouvert juste à nos équipes, où on pousse de l'information et qui relaie aussi les messages qui sont postés, les messages qui sont postés par les équipes en tant que collaborateurs Maison du Monde. Et on voit qu'il y a un potentiel incroyable sur Goodies Beautiful, sur cet engagement, parce que les gens commencent à le poster sur leur compte perso. Nos ambassadeurs ont des suites Goodies Beautiful un peu sympas. Ils sont trop contents tous les week-ends quand ils mettent leur suite de sortir et de prendre la photo avec le suite Goodies Beautiful et de parler de ces engagements. Donc en fait, c'est pas encore complètement encadré, mais ça contribue déjà à faire rayonner, je pense, la marque auprès de toutes les communautés de nos collaborateurs. C'est déjà une très belle dynamique là, que vous avez mis en place. De toute façon, effectivement, vous pouvez encore aller plus loin, mais déjà, vous avez le contenu, vous avez le programme, l'adhésion des ambassadeurs, vraiment, qui sont tous fédérés autour de cette thématique. Donc, vraiment, c'est déjà une superbe histoire. Donc, bravo. Je me posais la question, justement, Goodies Beautiful, c'est quelque chose que vous avez lancé pour le moment uniquement en France ou à échelle internationale?
On l'a lancé directement à l'échelle internationale. Nous, on est une marque européenne, donc la vocation était internationale. Donc, forcément, nos cibles sont au départ. Nous, notre business se fait encore à peu près à 50% en France et 50% au reste reste des pays européens. Et donc, c'était dimension internationale. Et même sur l'ambassadora interne collaborateur, c'est dans tous nos magasins européens. Donc, ça rayonne maintenant partout. Super, belle aventure qui commence, bravo. Hein. Oui, bravo et surtout merci d'être venu la partager avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire et encore un tout grand merci à tous les trois et à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. Merci à beaucoup. tous, on était ravis aussi d'être avec vous. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.